Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathieu Filoto, je travaille à la SLN. Et donc ça fait quelques années qu'on fait de la containerisation et qu'on travaille sur des clusters Kubernetes. Donc ça doit faire 7-8 ans maintenant que toutes les applications déployées sont déployées sur du Docker, donc au départ avec la société Easy qui a vraiment énormément développé d'applications Docker, les premières chez nous. Donc c'était il y a 7-8 ans peut-être, au moins presque 8 ans maintenant. Donc au départ on déployait nos applications sur des machines dédiées en fait. Et depuis 3-4 ans on est passé sur des clusters Kubernetes avec Guillaume qui nous a installé les clusters, avec du KubeADM et du SaltStack. Donc du coup aujourd'hui on a des containers qui sont déployés par une stack de CI/CD avec du GitLab. Toutes nos opérations se font sur du Docker. On génère des images qu'on déploie dans un anciennement Artifactory, aujourd'hui un Nexus. Et donc c'est toujours le CI qui fait la gestion des releases automatiquement, qui génère nos releases de version, qui déploie dans l'agrégateur de dépôt Nexus, et ensuite qui fait les déploiements vers les différents environnements. Quand je suis arrivé, on avait 9 environnements. Aujourd'hui, on en a 3. On a réduit progressivement les environnements, mais c'est aussi parce qu'on avait plusieurs plateaux de développement. Donc là, maintenant, on a 3 environnements donc on promeut nos images d'un environnement à l'autre et on déploie avec Helm et tout ça dans GitLab. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça, ça marche très très bien. Maintenant, on a des nouveaux enjeux, c'est d'arriver à être capable de déployer nos applications à la fois on-prem, mais aussi sur le cloud. Donc Eramet, il y a 2 ans, a choisi le cloud. Donc Eramet, c'est la société, la maison mère de la SLN. Donc les architectes de chez eux ont choisi de travailler, ils ont choisi le cloud de Microsoft, le cloud Azure. Et donc maintenant, pour toutes les filiales d'Eramet, on a à disposition ce cloud sur lequel on peut migrer des applications du système. Donc voilà. Et donc nous, notre objectif, c'est de migrer certaines de nos applications sur des clusters Kubernetes, donc la version de Microsoft, AKS. Et donc la problématique est la suivante, c'est que quand on déploie sur un environnement local, enfin sur nos on-prem, on a des environnements qu'on a identifiés, d'accord ? Maintenant, l'objectif de déployer une application sur la prod locale, mais aussi sur la prod d'Azure, et peut-être sur plusieurs régions, vous voyez qu'en termes de CI/CD, ça devient très compliqué en fait. Ça fait des règles qui deviennent assez complexes. D'où l'approche GitOps, qui est une approche qu'on est en train d'évaluer à la SLN aujourd'hui pour faciliter la montée vers Azure. Et l'objectif étant d'impacter le minimum l'ensemble des outils qui nous servent à déployer. On veut déployer de la même façon en local ou sur le cloud en fait. On ne veut pas avoir de différence, on veut travailler de la même façon. Donc du coup en 2017, il y a une société qui s'appelle Weaveworks qui a lancé une définition de ce que c'est que le GitOps en disant voilà, le GitOps c'est basé sur déjà la définition d'un système qui est déclaratif. Déclaratif, ça veut dire qu'on va le faire avec des fichiers, on va avoir uniquement un ensemble de faits. Donc là, on n'est plus dans l'exécution d'instructions, hein, on déclare notre système, d'accord ? Ensuite, on veut que cet état désiré il soit versionné dans Git, qui est aujourd'hui le standard de gestion de version de code source. Et quand on a ces deux-là, on a maintenant notre repo Git, notre repository Git versionné avec un ensemble d'états désirés définis de façon déclarative. On a maintenant en fait la source de vérité de notre système. D'accord ? Ça c'est vrai, mais c'est vrai, mais parce que c'est un moment où on va réconcilier finalement notre repository avec le système. D'accord ? Si je fais une réconciliation une fois par déploiement, par exemple, rien ne me garantit qu'entre 2 déploiements, finalement, l'état de mon système n'a pas changé. Donc c'est pour ça que... Ah tiens, il m'a...
J'espère qu'il n'y a pas d'autres bugs comme ça. J'ai fait ça dans Google et il me l'a converti tout à l'heure. J'étais pas sûr que j'avais du réseau. Bon, peu importe. Et d'où le quatrième un peu à part, parce que si vous regardez dans si vous cherchez la définition de GitOps, vous allez en avoir des définitions qui se recoupent un peu, mais qui sont un peu différentes, parce que finalement le mot était un peu récupéré, mais bon. Les trois premières, voilà, c'est le GitOps le plus communément admis, mais le GitOps, pour la personne qui a lancé l'idée, c'est le numéro 4, il est inclus aussi. Et dans le numéro 4, c'est que on a les trois premiers, mais on a aussi des agents logiciels, donc des opérations automatiques en fait, qui vont se faire et qui vont s'assurer de la cohérence entre les deux et qui vont alerter en cas de divergence. D'accord ? Donc ces systèmes-là, il n'y a rien de nouveau, hein, on connaît déjà, ça existe déjà, sauf que là, vous allez voir, le domaine d'application est un peu différent et l'approche est aussi un peu différente de ce qu'on connaît déjà. Alors ce qu'on connaît déjà, et là je vais restreindre le scope, puisque finalement ces stratégies-là, elles peuvent s'appliquer sur de la gestion de l'infra, sur la gestion de déploiement, sur beaucoup de choses. Ce qui nous intéressait en particulier, c'est les déploiements, d'accord ? Donc on a deux façons d'emmener nos applications vers la cible, qui est le mode le plus communément utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une plateforme d'intégration continue et de déploiement continu, notre GitLab, qui connaît les clusters, qui connaît notre environnement cible, et c'est lui qui va pousser les déploiements vers l'environnement cible. Du coup, on va retrouver deux repositories, à minima deux repositories, un qui contient le code de l'application, d'accord, et un qui contient, on va dire, la description des déploiements, donc qui contient l'environnement. Donc c'est là qu'intervient le CI, donc la partie intégration continue, qui prend notre code source, le compile, exécute les tests, génère les images dans le cas d'un Docker, les déploie dans le registry qui est en haut. Tout ça, c'est la partie. Et dans cette partie CI, j'ai inclus aussi la gestion des versions. D'accord ? Donc je ne les déploie pas, je les génère. Donc j'ai fait tout ça dans ma partie CI qui vient jusque-là. Et ensuite, j'ai ma partie CD qui se déclenche, où là, je viens déployer, avec mes pipelines de déploiement, je viens déployer vers les cibles, vers les différents environnements. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est ce qu'on a très largement l'habitude d'utiliser. Donc finalement, on a un focus. On raisonne un peu de cette façon-là quand on fait du DevOps, en fait. On utilise les mêmes outils, que ce soit pour l'intégration continue que pour le déploiement. Et on maîtrise la chaîne de bout en bout. Et surtout, on n'a pas besoin d'un outil supplémentaire. Donc ça, c'est intéressant. Et on a un historique de tous nos déploiements. Si on regarde sur notre forge, donc la forge, c'est quoi ? C'est le GitLab, c'est le GitHub. C'est une forge, c'est un repository Git sur lequel on a rajouté des fonctionnalités collaboratives. La gestion de la partie communautaire quand on fait des demandes de modification de code, des merge requests ou des pull requests. Là aussi, toute la partie déploiement, on va avoir l'historique de tous les déploiements. Je sais que il y a un mois, telle application a été déployée, ça s'est bien passé, oui, comment, pourquoi. J'ai cet historique et ça, c'est intéressant. Ça, c'est les avantages. Par contre, les inconvénients, c'est que du coup, maintenant, ma plateforme de CI/CD, elle connaît la terre entière. Elle a accès à tout. Et souvent avec les droits complets. Sécurisé, c'est pas un problème, ça marche. Là où c'est plus embêtant, c'est qu'on a fort entre le pipeline et les environnements. À un moment donné, c'est plus que un problème de sécurité, c'est aussi un problème de gestion. Ce que je disais tout à l'heure en préambule. Si je maîtrise l'ensemble de mes environnements, ça va, je sais faire. Si maintenant j'ai des déploiements multiples sur des régions multiples, et là ça devient très compliqué, ça rajoute des dimensions supplémentaires à mon CI, et là ça devient compliqué. Et donc par défaut, en fait, j'ai fait mon déploiement, je sais que ça s'est bien passé, à l'instant T, j'ai l'état de mon système pour cette application-là, je sais que ça s'est bien passé, mais par défaut, j'ai pas vraiment de gestion de performance. Sauf si je suis très intégré avec l'outil GitLab, par exemple, GitLab, un exemple, mais ça peut être d'autres, où je suis allé toute dans la logique qui est proposée par l'outil, mais donc là, ça veut dire que j'ai complètement adopté la solution proposée par l'outil. Je vais avoir des retours, du monitoring, etc. Où je vais très très loin dans l'intégration de mon GitLab, par exemple, avec mon écosystème, avec mes environnements, je vais avoir cette information. Mais par défaut,
Et l'autre, ce qui se passe aussi, c'est que les modifications manuelles sont possibles. C'est-à-dire que si j'ai accès à mon environnement, rien ne m'empêche de faire des modifications. La version 3 est installée, je mets la version 4. Si j'ai accès à l'environnement, ma plateforme d'intégration continue, elle n'en sait rien. Elle ne le saura qu'au prochain déploiement. Voilà, donc ça c'est le mode push. Ça marche très bien, mais bon, il y a des avantages et des inconvénients. Donc le mot GitOps, finalement, il englobe finalement les mécanismes qu'on connaît déjà, avec les mécanismes de push, mais il rajoute le mécanisme de pull. Et en fait, la personne qui a créé, elle pensait surtout à ce mode-là. Mais bon, peu importe, l'idée c'est j'ai du kit et je veux faire des opérations sur mes environnements, de déploiement, de gestion d'infrastructure. J'arrive dans cette idée de GitOps. Donc là, par rapport à tout à l'heure, en fait, on va retrouver le repository Git, enfin le repository qui contient, oui, Git, qui contient mon application et mon code source d'application, ou mes applications, hein, dans le cas des microservices. Je vais retrouver mon repo Git qui contient la partie déploiement. D'accord ? Dans notre cas, c'est des charts Helm. Donc des charts Helm dans Kubernetes. Un chart Helm, c'est un ensemble de fichiers descripteurs d'objets qu'on déploie dans Kubernetes. Ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume, c'est qu'un objet dans Kubernetes, c'est un fichier YAML. En fait, on le manipule de cette façon, c'est un fichier YAML, donc c'est très simple à gérer. Et donc, quand on va vouloir déployer une application, on va devoir créer un certain nombre d'objets. C'est les objets dont a parlé Guillaume, c'est-à-dire le déploiement pour déployer les pods ou les containers, le service pour l'accès réseau et les ingresses. Donc il y a différents objets. Tout ça, ils sont regroupés dans un paquet qui s'appelle... on peut les regrouper par paquet, c'est pas obligatoire, mais on peut les regrouper par paquet. Et donc du coup, le package manager de Kubernetes, un des package managers de Kubernetes s'appelle Helm. Donc du coup, toute la définition de nos déploiements se trouve dans cet environnement-là. Et on a toujours l'image registry qui est en haut. Donc là, la différence, la partie génération d'images après compilation et la publication des images et gestion des versions se fait toujours dans cette partie. Sauf que là, maintenant, on a, dans les environnements, on a les fameux agents logiciels d'un opérateur qui vient régulièrement qui vient inspecter mon environnement pour éventuellement déclencher un déploiement. Ça n'a plus été déclenché depuis GitHub ou mon GitHub. C'est mon environnement qui a lui-même décidé de se mettre à jour. D'accord ? Sachant que la flèche qui est ici, elle peut aussi s'effectuer vers l'image registry. Il y a les deux façons de faire qui sont possibles. Donc là, les avantages, c'est que c'est très modulaire. Maintenant, comme c'est plus ma plateforme d'intégration continue qui connaît tous les environnements, mais que c'est l'inverse, bah, du coup, ça me permet de faire des choses plus complexes, plus croisées. C'est-à-dire que si je veux déployer 3 fois ma prod, mais sur 3 clouds différents, bah, maintenant, je peux le faire. Ma plateforme d'intégration continue, elle ne va pas devenir ingérable. Maintenant, c'est possible. Ce genre d'outil va aussi nous proposer automatiquement la gestion des divergences de façon native et la partie notification. Parce que forcément, si on ne soit pas informé, à un moment donné, il va bien falloir à quel moment ça a été déployé. La façon de recevoir l'information, c'est que ces systèmes envoient des notifications dans un Slack, dans un Microsoft Teams, dans un etc. Donc tout ça, ces outils-là de chat sont intégrés et je vais recevoir directement donc, la partie notification aussi directement ces outils-là. L'autre avantage, c'est que maintenant, pour la partie déploiement, on est complètement agnostique de la forge. Que ce soit du GitLab, du GitHub, du Azure DevOps, ça pose pas de problème, ça va fonctionner de la même façon. Parce que suivant les forges qu'on utilise, la logique, elle peut être assez différente. Par exemple, pour ceux qui auront déjà utilisé Azure DevOps, c'est une logique qui est vraiment très différente des autres outils qu'on a l'habitude. Ils ont bien scindé la partie CI et CD, du coup l'approche est un peu différente. Tout ça pour dire que maintenant, je suis agnostique de ma forge. L'autre avantage, c'est que j'évite la dispersion de configuration. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je mets en place mes clusters, que je gère mes variables d'environnement, mes secrets, etc., tout ça, c'est disséminé
une bonne partie, à la SLN, il y a une partie qui est dans notre configuration management, donc c'est SolStack qui gère les secrets, par exemple. C'est lui aussi qui gère certains déploiements de certaines plateformes, enfin certains outils dont on a besoin dans la plateforme. Mais j'ai aussi de l'information qui a été dispersée dans mon CI, d'accord? Ça veut dire que tout ce que je veux voir dans mon cluster, à un moment donné, si je veux tout rassembler pour mettre ça sur Azure, eh ben, il faut que j'aille piocher dans tellement d'endroits qui ne sont pas compatibles avec Azure que je suis coincé, en fait, d'accord? Donc finalement, la façon de faire pour nous, c'est de rapatrier tout ça dans le cluster. Toute la partie gestion des secrets, on rapatrie dans le cluster. Tout ce qui est la création des objets particuliers qu'on peut avoir besoin de créer pour la plateforme, par exemple le reverse proxy, des secrets pour accéder à une registry, la registry elle-même, tout ça maintenant, hop, ça va être absorbé à l'intérieur du cluster. Et donc là, étant donné que régulièrement l'opérateur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va scanner régulièrement à intervalles que j'ai choisis mes repositories. Et là, si je m'amuse à faire une modification, bah, elle va être écrasée dans la minute ou dans l'intervalle qui a été choisi. Et d'ailleurs, une fois qu'on a mis ça en place, finalement, on interdit toute modification, ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'on veut au final, on ne veut qu'il n'y ait plus aucune modification en direct sur nos environnements. D'accord ? Donc on peut toujours lire, oui, on va laisser les accès en lecture, mais on va fermer les accès en écriture, ça ne sert à rien puisque de toute façon ça va être écrasé. Donc les inconvénients, voilà, les inconvénients, le premier c'est que c'est encore un nouvel outil qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est d'une part, c'est très perturbant parce que les résultats des déploiements on les a pas, on les a plus dans la plateforme de la Forge, on les a plus, on n'a plus d'historique de déploiement. Voilà, donc ça c'est un peu frustrant. Et ça fait encore plus de fichiers YAML à gérer. Par contre, puisque pour qu'il puisse faire ça, il faut on a rajouté un objet YAML en plus ici pour lui dire. Enfin, même plusieurs objets YAML pour lui dire. Donc ça fait plus d'objets YAML à gérer. Voilà. Juste avant d'aller sur Kubernetes, ce genre d'outils, voilà, il n'y a pas que dans Kubernetes, il en existe pour Terraform par exemple, il existe pour Terraform. Voilà. En tout cas, dans l'univers, l'écosystème de Kubernetes, il y en a beaucoup. Les trois voilà, que je tenais à mettre en avant, ce sont ces trois-là. Donc il y a Flux, qui est finalement Flux, c'est celui qui a été créé par Weaveworks, donc finalement les fondateurs, les initiateurs du concept. Donc c'est une solution qui est simple, qui est basique. Elle n'est pas super riche par rapport à d'autres, par rapport à un Argo par exemple. Par contre, là où elle est intéressante, c'est que tous les cloud providers, c'est la solution qu'ils ont choisie. Pour leur stratégie parce que bon, maintenant les cloud providers, maintenant qu'ils ont réussi à attirer certains clients chez eux, ils se rendent compte qu'il y a pas mal de situations dans lesquelles ils ne peuvent pas attirer les clients chez eux, donc du coup, ils vont chez nous. Et pour venir chez nous, ce qu'ils ont mis en place, c'est des stratégies pour déployer une partie de leur logique applicative, quand ce n'est pas l'infra, mais en tout cas au moins applicative. Et pour faire ça, ils utilisent Kubernetes. Voilà. Et pour faire ça, ils utilisent Kubernetes et Flux. Donc les trois que je vous ai cités là, ils utilisent Flux en natif. Donc EKS Anywhere, ça veut dire tu fais des services et EKS chez toi. La même chose avec Azure. Donc du coup, c'est des agents qui sont sur notre infra on-prem et qui permettent d'avoir des services, même des services PaaS du cloud provider. Et tout ça, en fait, ils ont choisi Flux pour le gérer, d'accord ? Tanzu aussi, de VMware, est basé sur Flux. Donc voilà, c'est le choix des cloud providers. En revanche, Argo, c'est la solution, je pense, pour le reste du monde, on va dire, qui est la plus communément utilisée, c'est celle qui a le plus gros momentum, la plus grande communauté, et qui est très riche en fonctionnalités Argo. D'accord ? Donc là, voilà, le choix entre les deux est assez difficile. Après, il y a Jenkins X qui est lui, on va dire, un prolongement de Jenkins qui reprend cette philosophie-là aussi, qui peut marcher avec ou sans Jenkins d'ailleurs, et qui propose aussi du GitOps côté environnement. Donc le cas de Flux, donc ça reprend un peu ce qu'on a déjà dit jusque-là. Donc
Donc ce que permet de faire le GitOps finalement, et Flux en particulier, donc ça c'est une liste rapide de fonctionnalités qui sont proposées. Ça permet de gérer donc des déploiements, comme on en a parlé aussi, mais de l'infrastructure aussi. D'accord? Et je suis, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est un récapitulatif, hein, je suis en mode où je vais pusher dans Git. Donc maintenant, quand je vais vouloir faire un déploiement, je vais faire un git commit, un add et un push. Voilà, c'est comme ça que je vais faire mes déploiements maintenant. Et je ne ferai pas d'autres commandes. Et à partir du moment où j'ai fait ça, si Flux est installé sur mon environnement, mon cluster Kubernetes, à ce moment-là, c'est lui qui prend la main et qui fait les déploiements. Donc il est très intégré avec tous les outils existants hein, de l'écosystème Kubernetes, Grafana, Istio, Prometheus, profondément intégré avec ces outils-là. Donc il permet, comme on le disait, comme c'est très modulaire, il permet de faire du multi-tenancy. On a par défaut l'envoi d'alertes dans une grande liste d'outils de messaging. Voilà, donc du coup, voilà pour Flux. Sans rentrer trop dans le détail, Flux est un cas intéressant finalement où on va venir créer une extension sur Kubernetes. Tout à l'heure, Guillaume disait qu'on pouvait l'étendre à l'infini. Bah, l'idée, c'est que donc on a dit que les objets dans Kubernetes, ces objets YAML qu'on a déclarés dans une syntaxe qui est bien spécifiée, quand je vais les pousser, quand je vais les envoyer à l'API de Kubernetes, qui expose une API, hein, comme n'importe quelle application qu'on peut déployer, qu'on peut développer aussi, elle expose une API. L'API reçoit cet objet et va se déclencher une chaîne de traitement sur cet objet pour vérifier déjà qu'on a le droit de faire l'opération, qu'on est authentifié, vérifier la syntaxe. Il y a tout un ensemble d'opérations qui vont se faire. Et une fois que l'objet est validé, à ce moment-là, il va être enregistré dans la base etcd et ça va déclencher des notifications auxquelles vont s'abonner un certain nombre d'éléments dans Kubernetes. Et donc c'est à ce moment-là que finalement l'objet va être transformé en une réalité physique, parce qu'au final, il faut bien qu'on ait des règles réseau qui s'appliquent. Donc derrière, ça veut dire que finalement, il y a des éléments dans Kubernetes qui vont venir prendre l'objet et faire l'opération qui vont bien. Par exemple, démarrer mon pod avec mon container. Concrètement, là, il faut bien que j'ai mon application, mon process qui s'exécute à un moment donné, d'accord ? Et bien là, l'idée, c'est que OK, donc tout ça, ces objets, ils sont bien définis dans Kubernetes. Maintenant, moi, ce qui est intéressant, c'est que je vais vouloir créer mes propres objets. Donc pour faire ça, il y a une logique pour le faire, je vais déclarer la structure que doit avoir mon objet, avec un fichier de descripteur de ce nouvel objet. Et en parallèle, je vais développer une application qui va venir collecter la notification et la traiter. Donc les contrôleurs. Donc là, du coup, ici, vous avez les fameux objets en question, d'accord ? Donc là, en fait, ce sont des objets qui ne sont pas connus de Kubernetes, que j'ai déclarés nouvellement dans Kubernetes. Je lui ai dit, voilà, maintenant, tu dois être en capacité à recevoir ces objets-là. OK. Ça, très bien. Donc, il a créé on a créé ici un certain nombre d'objets qui vont déclarer, par exemple, un repository. D'accord ? Le repository qui contient mon code source, je vais le déclarer avec des objets comme ça. Et ça veut dire qu'à l'autre bout, j'ai un contrôleur qui, lui, s'attend à avoir ces objets, et quand il les voit arriver, il va faire quelque chose. D'accord ? Ça, c'est la logique d'extension de Kubernetes, et tout est basé sur ça maintenant. Et donc, ce quelque chose, c'est, par exemple, ça va être ici, le source controller, il va aller regarder tous les objets repository, Git, Helm repository, etc., et il va venir faire les scans vers les différents serveurs en question. D'accord ? Si je demande à faire une really, un nouveau déploiement d'un paquet Helm, c'est le Helm controller qui va être déclenché, d'accord, et qui va utiliser Helm derrière, donc le package manager de Kubernetes. Voilà. Donc ça, c'est la logique en fait qu'utilise finalement Flux pour faire tout ça. Donc il repose intégralement sur Kubernetes. Toute cette logique-là de notification, voilà, il n'a fait que s'intégrer dans la logique native de Kubernetes. Voilà. Tu sais combien de temps Pardon ?
doit quitter normalement les vecteurs de tout ça. Ok, bah c'est bon. J'avais une démo, mais on peut s'arrêter là. Merci. Si vous avez des questions. Comment? Non, mais ça y est, j'ai fini. J'ai fini.